Salut chers apprenants, c'est le professeur Zamblé. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un exercice extrait du bac 1995 sur la chimie organique. Si vous êtes aussi nouvelle sur la chaîne, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre la chimie organique. Vous verrez que rien n'est du tout compliqué et rien n'est caché sous le soleil. On va donc passer à la présentation de l'exercice. L'hydratation d'un alcène A conduit à un composé B. Renfermant en masse 26,7% d'oxygène. L'hydratation de l'alcène A conduit à un composé B. Renfermant en masse 26,7% d'oxygène. Quelles sont donc les questions qui nous sont donc posées? La question numéro 1. La question numéro 1, on nous dit quelle est la fonction du composé B. 2. Déterminer sa formule brute. Déterminer sa formule brute. Point. Quelles sont les différentes formules semi-développées possibles, c'est-à-dire les isomères possibles du composé B. 3. L'oxydation ménagère de B par dichromate de potassium en milieu acide donne un composé C. Le composé C réagit ensuite avec la DNPH, mais est sans action sur le réactif de chiffre. La question 3A. Déduit en justifiant la formule semi-développée de C, du composé C, et ensuite donner le nom. La question 3B. Écrit l'équation bilan de l'oxydation de B par le dichromate de potassium en milieu acide. Entre parenthèses, pour écrire cette équation, on a fait les réactions entre les couples suivants. Le dichromate de potassium, des formules CR2, O7, O2-, bar CR3+, et le couple formé par C et B. La question numéro 4 est la toute dernière question. Il a dit de donner les formules développées et les noms de l'alcène A en question et du composé B. Donc, l'exercice étant présenté, on va passer à la phase de résolution de ces différentes questions qui nous ont donc posées. Résolution de l'exercice. On va donc rappeler la question numéro 1. Il est dit de déterminer quelle est la fonction chimique du composé B. Donc, question numéro 1. Question numéro B1. On demande de déterminer la fonction du composé B en question. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, nous allons aller relire encore le test. L'hydratation d'un alcène A conduit à un composé B renfermant en masse 26,7% d'oxygène. Le composé B ici est obtenu par l'hydratation d'un alcène A. Or, qu'est-ce que nous savons de l'hydratation des alcènes? On sait très bien que l'hydratation d'un alcène, de façon générale, conduit toujours à la formation d'un alcool. Donc, le mot hydratation ici dans le test de l'alcène ici nous montre ici clairement que nous donne déjà même la fonction chimique même du composé B, puisque nous savons que les alcools sont obtenus aussi uniquement que par l'hydratation des alcènes. Donc ici, le composé B étant donc maintenant un alcool, on va donc essayer de déterminer sa formule brute. C'était même la question que nous posée. On dit quelle est la fonction du composé B. Qu'est-ce qu'il va dire? Le composé B étant obtenu, par l'hydratation de l'alcène
A, cela veut tout simplement dire que cela veut tout simplement dire que le composé B est un alcool. Donc, chers amis, voilà donc la fonction chimique de notre composé B. La première question étant résolue, on va donc passer à la deuxième question. On va rappeler donc la deuxième question. Dans la deuxième question, il est demandé de déterminer la formule brute de notre composé B. Sachant déjà que B c'est un alcool. On dit de déterminer sa formule brute. Cette question est à deux volets. Le premier volet de notre question 2, c'est dans ce premier volet que nous allons déterminer la formule brute du composé B en question. Et le deuxième volet, il est demandé de déterminer les différentes formules semi-développées possibles que nous pouvons attribuer au composé B. C'est-à-dire la formule brute la formule semi-développée des différents isomères de B. Donc, on va donc scinder la question 2. D'abord, la première partie de la question 2, la question numéro 2. On va déterminer la formule brute du composé B. Comment nous allons donc faire? On va déterminer la formule brute du composé B, puisqu'on ne connaît pas ici la masse molaire de B. Les seules informations que nous avons, on sait que B, c'est un alcool. On connaît dans l'entour de B, d'après la première question. Et on connaît aussi un élément très important que nous avons donné dans le test. On dit que le composé B contient en masse 26,7% en masse de l'élément oxygène. Donc, pour pouvoir déterminer la formule brute du composé B, sachant que le composé B est un alcool, nous allons essayer de donner d'abord la formule brute générale du composé B qui est un alcool, la formule brute générale des alcools en fonction du nombre entier N, qui est le nombre de carbone dans la molécule. Donc, qu'est-ce que nous avons? B étant un alcool, B étant un alcool, ça veut seulement dire que sa formule brute se met sous la forme B qui est égal à quoi? CnH 2n plus 2O. Voici la formule brute générale des alcools en fonction du nombre d'éléments de carbone petit n. Avec précision, petit n ici appartient à grand N étoile. Pour dire que petit n ici, c'est un entier naturel. Donc, on va donc déterminer donc la formule brute de composé B revient à calculer l'entier naturel N. Lorsque nous avons l'entier naturel N, on peut donc venir remplacer ici et puis déduire en même temps la formule brute de nos composés B en question. Comment nous allons faire? Ici, le N ici, j'avais bien dit, et je rappelle, le petit N ici, c'est le nombre d'atomes de carbone dans la molécule. Lorsque N est le nombre d'atomes de carbone dans la molécule, ça veut dire que nous avons 2N plus 2 atomes d'hydrogène dans la molécule. Et ici, on voit qu'à l'indice de O ici, nous aurait mis. Ça veut dire que si nous aurait mis à l'indice de O, ça veut dire que nous avons seulement qu'une seule molécule et de l'oxygène O. Donc ici, on a seulement qu'un seul atome d'oxygène dans cette molécule de B. Donc on connaît déjà le nombre d'atomes d'oxygène, y compris aussi son pourcentage. Donc, on sait aussi quoi? En appliquant la formule centésimale massique, qu'est-ce qu'on sait? Si nous avons une molécule organique A qui s'écrit sous la forme CX HYOZ, la formule centésimale massique nous dit quoi? Nous dit qu'on a fait la masse molaire de l'élément carbone, il fait 12 fois son nombre d'atomes X divisé par son pourcentage de C est égal à quoi? La masse molaire d'hydrogène, ça fait 1 fois Y divisé par le pourcentage de H qui est aussi égal à 16Z
sur le pourcentage d'oxygène qui est égal à la masse molaire moléculaire du composé A en question divisé par 100. Donc, c'est cette formule que nous allons appliquer ici. En appliquant cette formule ici, qu'est-ce que nous aurons? Par identification, on peut donc dire que, en appliquant cette formule qui est là, à nos composés B, on peut donc dire quoi? On peut donc dire 12 fois N, 12 fois X, 12 fois N sur le pourcentage d'éléments carbone C, qui est égal à quoi? Le nombre d'atomes d'hydrogène fois la masse molaire d'hydrogène. La masse molaire d'hydrogène étant équivaut à 1, ça veut dire qu'on aura seulement que 2N plus 2 divisé par le pourcentage d'hydrogène, qui est égal à quoi? À 16. 16, c'est la masse molaire de l'élément oxygène. Le Z ici représente le nombre d'atomes de l'élément oxygène dans la molécule A. Or, dans notre molécule B ici, le nombre d'atomes de l'élément oxygène ici vaut 1. C'est comme ça qu'on aura 16, au lieu de Z, je multiplie 16 par 1. Pourquoi? Parce que le nombre d'atomes de l'élément oxygène dans la molécule B ici vaut 1. Donc, divisé par le pourcentage de l'élément oxygène, il est égal à quoi? Cette fois-ci, ça sera la masse molaire, non du composé A, mais plutôt du composé B. La masse molaire du composé B divisé par 100. Donc, c'est avec cette formule qu'on va travailler. Donc, on se base d'abord sur la formule centésimale massique des éléments des composés organiques que nous avons ici, et on fait ressortir ici, selon notre ici. Donc, on a cette relation. Donc, tout part de cette relation. Puisque dans notre exercice ici, je n'ai pas d'informations sur le pourcentage d'hydrogène et le pourcentage de carbone. Donc, je peux donc me limiter seulement que à cette relation. À cette relation que je vais souligner ici en rouge. Et qu'est-ce que cette relation peut me permettre de déterminer? Puisque je connais déjà, le test m'a donné le pourcentage en masse d'éléments oxygène. Je connais le nombre d'atomes d'éléments oxygène. Donc, cette relation que j'ai encadrée en rouge ici peut me permettre de pouvoir calculer la masse molaire moléculaire de mon alcool B. Donc, cette relation en rouge devient quoi? Ça fait 16 divisé par le pourcentage de l'élément oxygène, qui sert égal à quoi? La masse molaire moléculaire du composé B divisé par 100. Donc, je vais donc faire quoi? Je vais tirer la masse molaire moléculaire du composé B. Donc, de cette relation, j'aurai quoi? M, B, qui c'est égal à quoi? 16 multiplié par 100 divisé par le pourcentage de l'élément oxygène. Or, selon le test, le pourcentage de l'élément oxygène, on m'a donné, on me dit ça fait 26,7%. Donc, c'est un pourcentage, 26,7%. Donc, je vais venir remplacer ce pourcentage par sa valeur. Et j'aurai donc comme masse molaire MB, qui est égal à, en faisant 16 fois 100, ça me donne ici 1600 divisé par 26,7. 26,7. Que me vaut donc ces résultats? Après calcul, on obtient donc comme la masse molaire moléculaire du composé B, qui est égal à 59,92 et environ égal à 60 grammes par mol. Donc ça veut dire que la masse molaire de notre composé en question ici est égale à 60 grammes par mol. Voici donc la masse molaire de la molécule d'alcool que j'ai ici. Donc, si je connais maintenant déjà la masse molaire moléculaire, je peux donc maintenant plus facilement déterminer la formule brute de notre composé B en calculant le nombre quantique N. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais déjà que la masse molaire du composé B égale à 60 grammes par mol. Ça, c'est selon les données du test expérimental qui m'ont donné cette valeur.
Maintenant, regardons très bien la formule générale des alcools que j'ai ici, du composé B. Je sais très bien que la masse molaire du composé B est aussi égale à quoi? La masse molaire de l'élément CnH 2n plus 2O, qui est égal à quoi? Qui fait la masse molaire du carbone C fois le nombre d'atomes de carbone plus 2n plus 2 fois la masse molaire de l'élément hydrogène plus le nombre d'atomes d'oxygène, c'est 1, plus 1 fois la masse molaire de l'élément oxygène. Ouais. Donc, on sait que la masse molaire de l'élément carbone, ça fait 12. Donc, j'aurai ici 12N plus la masse molaire de l'élément hydrogène, ça fait 1. Donc, 1 fois tous ces facteurs, ça me donne, ça me donne sur les facteurs. C'est 2N plus 2 plus la masse molaire de l'élément oxygène qui fait 16. Donc, 1 fois 16, ça me fait ici 16. Donc, en essayant de réduire cette relation, j'aurai quoi? Je vais obtenir donc que la masse molaire du composé B va me donner 12N plus 2N, ça me donne ici 14N. Maintenant, 2 plus 16, ça me donne ici 18. Donc, voilà donc la masse molaire moléculaire en fonction de N du composé B que nous avons ici. Or, qu'est-ce que nous connaissons encore? On connaît déjà lui là, expérimentalement. On connaît lui là. Et ça, on va déterminer ici. Donc, on va venir nous remplacer par sa valeur ici pour pouvoir déterminer N. Donc, s'il appelle cette relation, la première formule de la masse molaire du composé B, il appelle cette relation 2. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que MB qui est égal à ça, MB me donne ça dans 1. Donc, ça veut dire que il peut donc exister une relation d'égalité entre les deux expressions, c'est-à-dire 14N plus 18 et 60 grammes par mol. Donc, je vais venir mathématiquement, cette relation, ça veut dire de 1 qui est égal à 2. Cela va impliquer quoi? Cela va impliquer que 14N plus 18, c'est égal à 60. Cette fois-ci, je ne mets pas d'unité. Pourquoi? Parce que le nombre entier naturel N n'a pas d'unité. C'est un nombre entier naturel. Donc, celui que là aussi, tout ça s'exprime en grammes par mol. Celui-là aussi, c'est en grammes par mol. Donc, les unités vont se simplifier. Donc, on va résoudre cette équation. Donc, j'aurai ici quoi? 14 Z qui est égal à 60 moins 18 qui est égal à 42. 60 moins 18 qui fait 42. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc tirer N maintenant. N va être égal à 42 divisé par 14. Après calcul, on obtient ici 3. Donc, ça veut dire que N égale à 3. Donc, il vient de trouver le nombre entier naturel N qui fait 3, qui représente le nombre d'atomes de carbone dans la molécule de B. Donc, puisque c'est que quoi? B est égal à quoi? Cn H 2N plus 2O. Je viens de calculer mon N et je trouve que N est égal à 3. Donc, je peux donc déduire tout simplement la formule brute de B. En quoi faisant? En remplaçant le N par 3. Donc, je ici C3 H2 fois 3 plus 2O. Finalement, on obtient ici la formule brute du composé B est égal à C3H. Quand je fais 2 fois 3, ça fait 6, plus 2, ça fait 8. O. Donc, voici donc la formule brute du composé B en question. Donc, après avoir terminé la formule brute du composé B, on va donc essayer de répondre au deuxième volet. La question B était à 2 volets. Donc, le deuxième volet, on nous demandait de faire quoi? On nous demandait tout simplement de donner les différents isomères de ce composé-là. Ça veut dire les différentes formules semi-développées
propre à cette formule brute qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, 2 insérés ici, qui veut dire le deuxième volet de notre question petit 2. Les différents isomères de B. On a B qui est égal à quoi? C3H8O. B est un alcool. Donc, première possibilité. On a ici C. J'écris d'abord en ligne le nombre de carbone que j'ai. Dans la molécule de B, il y a 3 atomes de carbone. Je prends d'abord en ligne, comme cela, le nombre d'atomes de carbone. Et j'attribue maintenant à chaque atome de carbone. L'atome de carbone étant tétravalent, ça veut dire que ça va avec 4 liaisons. Une liaison déjà prise ici. On a déjà 3 liaisons qui sont libres ici. Donc on va mettre ici 3 molécules, 3 atomes d'hydrogène pour pouvoir équilibrer. Ici aussi également, je viens ici. Il y a déjà 2 liaisons qui sont déjà prises. Il y a 2 liaisons célibataires qui sont ici. Donc je vais ajouter ici un CH2. Un H2. Ici, je vais ajouter un H2 ici. Un H2 ici. Si j'ajoute un H2 ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant mettre tiret pour mettre le groupe fonctionnel OH. Lorsque j'ai fini, dans cette molécule, je compte les nombres de H, 3H, 2H, ça va déjà 5H, 2H, ça va déjà 8H, non, 7H, plus 1H qui fait déjà 8H. Donc ça correspond déjà. Il y a un seul atome d'oxygène. Voici la première possibilité. Et le nom de cette molécule que nous avons ici est le suivant. Celui-là, c'est le propan 1-ol, également aussi appelé le propanol. Aussi appelé le propanol, parce que le groupe fonctionnel de l'accord est à la première position. Donc on met 1 ici. Donc ici, la deuxième possibilité ici, que nous pouvons avoir, je vais déplacer maintenant, continuer à déplacer le groupe fonctionnel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici CH3, mets C ici, mets ici. Je mets ici H3 ici. Pour cette fois-ci, je vais déplacer le groupe fonctionnel pour l'envoyer ici. Donc, lui, il va seulement que prendre un seul H, et puis j'aurai donc le groupe fonctionnel à la deuxième position. Donc, je vais donc nommer ce corps. Celui-là va s'appeler quoi? La chaîne principale ici a 3 atomes de carbone. Donc, disons d'abord le nom de la canne qui provient de 3 atomes de carbone, c'est le propan. Puisque le groupe fonctionnel d'éléments carbone et d'accord se trouve à la deuxième position, donc il met écrit propan. Et précise la position du groupe fonctionnel qui est la deuxième position. Lorsqu'il commence à note 1, 2, 3. C'est la deuxième position, donc il met ici 2. Et puis le suffixe ol. Donc voilà donc les différences isomères que nous pouvons avoir pour cet alcool B. On va donc passer à la question suivante, qui est la question 3A. D'abord, je vais d'abord lire la partie 3. On dit l'oxydation ménagère de B par le dichromate de potassium en lui acide, donc un composé C. Le composé C réagit avec l'ADN pH, mais est sans action sur le réactif de chiffre. 3A. Déduire en justifiant la formule semi-développée de C et donner le nom du composé C. 3A. Après avoir répondu aux 2 premières questions, on nous demande maintenant de faire quoi? De déduire en justifiant la formule semi-développée de C et son nom. Alors, on va revenir à la présentation de l'exercice de la partie 3. L'oxydation ménagère de B, c'est ça que B est un alcool. Par du dichromate de potassium en milieu acide, donc un composé C. L'oxydation ménagère de B
qui est un alcool amylé acide, conduit à un composé C. On dit le composé C réagit avec la DNPH, mais est sans action sur le réactif de Schiff. Ça veut tout simplement dire quoi? Lorsqu'on teste le composé C en présence du réactif de Schiff, le test s'avère négatif. C'est ce que ça veut dire. Donc, comment donc, avec toutes ces informations, nous pouvons donc déterminer la formule semi-développée du composé C en justifiant et en donnant le nom de C. C est obtenu par l'oxydation ménagée de l'alcool B. Je vais donc rappeler la formule brute et les isomères possibles de l'alcool B que nous avons vu dans les questions précédentes. On peut donc préciser même les classes de ces différents isomères de l'alcool B que nous avons ici. Ici, puisque le groupe fonctionnel des alcools se trouve à la première position, le carbone ici qui est directement lié au groupe fonctionnel ici, deux atomes d'hydrogène. Ça veut seulement dire que le premier alcool ici est primaire. Maintenant, dans le deuxième cas ici, je vais noter en rouge, primaire. Dans le deuxième cas ici, le groupe fonctionnel OH, le carbone auquel le groupe fonctionnel OH est lié, a seulement qu'un seul atome d'hydrogène. Donc ça veut dire qu'il est de classe 2. C'est l'alcool secondaire. Dans notre cas ici, c'est notre alcool secondaire. Donc, nous avons l'accord primaire et l'accord secondaire. Qu'est-ce que nous allons faire? On dit pour trouver la formule semi-développée de C. Donc, formule semi-développée de C. Ça veut dire quoi? On sait que par l'oxydation ménagée, dans des alcools, on a seulement que deux possibilités. Nous avons d'abord, si l'alcool est primaire, l'oxydation ménagée de l'alcool primaire, lorsque l'oxydant est en essai, nous avons dit que selon le cours que ça nous conduit directement à la formation des acides carboxyliques. Mais lorsque l'oxydant est en défaut, ça nous conduit à la formation de l'aldéhyde. Maintenant, l'oxydation ménagée d'un alcool secondaire nous conduit à la formation du cétone. Maintenant, donc ça veut dire tout simplement quoi? L'oxydation ménagée d'un alcool conduit toujours à la formation d'un composé carbonyné. Donc si C est obtenu par l'oxydation ménagée de l'alcool B, cela veut tout simplement dire que cette petite partie veut tout simplement dire ici que, en parenthèse ici, que C est un composé carbonylé. C est un composé carbonylé, c'est-à-dire aldéhyde ou cétone. Donc ça veut dire C est un aldéhyde ou bien une cétone. Donc, on va maintenant chercher à identifier le composé C. Si C est obtenu par l'oxydation ménagée d'un alcool, ça veut dire que C est un composé carbonylé. Or, le composé carbonylé, on sait qu'il n'y a seulement que deux composés. C'est-à-dire, on a les aldéhydes et les cétones. Donc, si C est soit aldéhyde ou cétone, on va donc maintenant se baser maintenant sur les tests d'identification ou bien les tests spécifiques aux aldéhydes et aux cétones. Ici, on voit ici que le composé C, dans le test nous dit que le composé C que nous avons obtenu réagit d'abord avec la DNPH. Le fait de dire que le composé C réagit avec le DNPH, nous avons déjà anticipé. Ça veut souvent dire que le composé C est un composé carbonylé. C'est ce que ça veut dire. La DNPH, ça veut dire que le composé C est un composé carbonylé. Mais, soit ça veut dire qu'il est aldéhyde ou cétone. Mais étant aldéhyde ou cétone, pouvoir identifier si C est un aldéhyde ou un cétone, vont la phrase qui suit. Alors que je dis que C est non seulement un composé carbonylé, C réagit non seulement avec la DNPH, mais il y a aussi un test négatif en présence de l'acide de Schiff. Il ne réagit pas avec le acide de Schiff. Or,
nous savons très bien que entre aldéhyde et cétone, les deux fonctions chimiques, celle qui réagit, quand je dis celle-ci, c'est par rapport à la fonction, celle qui réagit, ou même celle qui a un test positif avec le réactif de chiffre, n'est rien d'autre que l'aldéhyde. Donc, si C a un test négatif en présence du réactif de chiffre, ça veut tout simplement dire que C est une cétone. Donc, ça veut tout simplement dire que, il y a ainsi C ayant un test négatif avec le réactif de chiffre, ça veut tout simplement dire que C est une cétone. Donc, si C est une cétone, sachant que C est obtenu par oxydation ménagère d'un alcool, alors, nous savons que l'oxydation ménagère, l'alcool dont l'oxydation ménagère donne une cétone, n'est rien d'autre qu'un alcool secondaire. Parce que l'oxydation ménagère des alcools primaires ne peut jamais donner une cétone. Ça donne aldéhyde ou bien acide carboxylique. L'oxydation ménagère des alcools tertiaires non plus ne donne rien. Donc, puisque C est une cétone, ça veut souvent dire que C est obtenu par l'oxydation ménagère d'un alcool secondaire. Donc, si C est obtenu par l'oxydation ménagère d'un alcool secondaire, ça sert à dire que l'alcool secondaire que nous avons, c'est un isomère de B. Donc, ça veut dire que C est obtenu par l'oxydation ménagère d'un alcool secondaire. Donc, ça veut dire que C, par conséquent, notre composé C ici, c'est égal à C H3-C CH2. Le composé C est obtenu par l'oxydation ménagère de l'alcool secondaire. Ça veut dire quoi? Où il y avait la liaison OH, cette liaison OH sera transformée en double liaison O, tout simplement. Donc, voici donc l'acétone C en question. Après avoir terminé la formule semi-développée de l'acétone C en question, on va donc mettre en déduit le nom. Donc, je mets ici nom de C. Je souligne. Je vais donner le nom de C ici en bleu. En noir, vous aurez. Si ça sera propane. Le groupe fonctionnel de l'élément se trouve à la deuxième position. 2-on. Donc, voici donc le nom du composé C en question. Donc, on a donc fini de répondre avec la question numéro 3A. On va donc passer à la question 3B. On nous demande d'écrire l'équation bilan de l'oxydation de B par le dichromate de potassium en milieu acide avec les couples réseau CR2O7 CR3+ et le couple acido-basique CB. Écrire l'équation bilan de B, de la réaction de B avec le CR2O7 2-. Donc, on va d'abord écrire les deux demi-équations. Et puis après, définir donc l'équation globale. Les deux demi-équations que nous avons ici, on va prendre d'abord ces deux couples que nous avons ici. On va d'abord prendre le premier couple. Le premier couple ici, c'est CR indice 2 O7 2-. Qui nous donne ici CR3+. Voici la première demi-équation. On va essayer d'équilibrer cette première demi-équation. Je vois ici, dans le membre de gauche, j'ai 2 molécules de CR et 7 molécules de l'oxygène. Dans les membres à droite, il y a une seule molécule de CR. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour avoir 2 molécules de CR ici? Donc, je vais tout simplement multiplier la molécule de CR que j'ai ici par 2. Donc, en multipliant
cette molécule de CR ici par 2. Le 2 qui est ici doit avoir même taille que le CR. Ça veut dire que ici, le nombre de CR a été équilibré. Je ne tiens pas compte d'abord des charges. Je tiens d'abord compte des molécules. Donc, je vais maintenant voir. Dans les membres à gauche, j'ai combien d'éléments d'oxygène? J'ai combien d'atomes d'oxygène? J'ai 7 atomes d'oxygène. Et je vois que dans le membre à droite, je n'ai même pas un atome d'oxygène. Donc, ce que je vais faire, puisque je suis amené acide, je vais ajouter ici de l'eau, le solvant. Il y a ici de l'eau ici. Donc, plus H2O. En ajoutant de l'eau, je vois maintenant très bien. Il y a 7 molécules de ici, donc il y a multiplié la molécule de ici par 7. En multipliant la molécule de ici par 7, c'est comme si il y a ici 7 atomes d'oxygène, et ici il y a 7 atomes d'oxygène aussi. Donc le nombre d'oxygène ici est équilibré. Maintenant, qu'est-ce que je constate? En ajoutant ici la molécule d'eau dans les membres à droite ici, je constate que j'ai ajouté ici aussi le nombre d'hydrogène qui n'était pas au départ ici. Donc, le nombre d'hydrogène ici que j'ai ajouté ici, ça me fait comme au total. Quand il fait 7 fois 2, ça me fait 14 atomes d'hydrogène. Alors que si je n'ai pas d'atomes d'hydrogène. Donc, puisque toujours je suis en milieu acide, je peux soit ajouter dans le membre à gauche ici, soit je peux ajouter le H+, ou bien H3O+, parce que je suis en milieu acide. Donc, si j'ajoute celui qui est là, bon, je vais encore ajouter un nombre de O ici, pour équilibrer encore, ça sera encore un problème. Donc, il va plutôt ajouter, vu que c'est le H seulement qui manque, il va ajouter plutôt le H+. Donc, en ajoutant H+ ici, H+ ici. Maintenant, je vois que le nombre d'atomes de H ici, c'est 2 fois 7, 7 avec 14. Donc, il y a plus H+ ici par 14. Donc, il y a 14 H+. Donc, le nombre de H de part et d'autre sont déjà équilibrés. Maintenant, je vais m'occuper maintenant des charges. Ici, il y a combien de charges? Il y a 2 charges négatives et 14 charges positives. Ça me fait au total combien de charges positives ici? En retranchant les 2 charges négatives dans les 14 charges positives, j'aurai ici 12 charges positives. Et lorsque je viens ici dans les membres à droite, en multipliant le 2 qui est là par le nombre de charges qui est 3 plus ici, ça me fait ici 6 charges positives. C'est comme s'il y a 6 charges positives ici. Or, il y a 12 charges positives ici. Donc, il faudrait que le nombre de charges dans les membres à gauche soit aussi égal au nombre de charges dans les membres à droite. Donc, comment je vais faire pour avoir 6 charges positives ici, au lieu de 12 charges positives? Donc, je vais retrancher dans ces 12 charges positives-là, 6 charges positives. Comment je vais faire cela? Donc, lorsque j'ajoute, cette opération va tout simplement se dérouler par l'ajout de 6 électrons, d'un certain nombre d'électrons. Donc, j'ai ajouté dans les membres à gauche ici 6 électrons, plus 6 et au moins. Donc, en ajoutant 6 électrons dans les membres à gauche ici, c'est comme s'il y avait maintenant désormais moins 2 électrons, plus 6 électrons, ça fait 8 électrons. Donc, si je fais les 14 protons moins les 8 électrons, ça va me rester ici 6 protons. Ça veut dire 6 électrons, 6 charges positives. Ici aussi, il y aurait ici 6 charges positives. Donc, le nombre de charges est équilibré. Maintenant, je vais donner la deuxième équation. La deuxième équation ici est obtenue par ce couple qui est là. Donc, il y a un B ici, puis il y a un C là-bas. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Le composé B en question, puisqu'on a dit que le composé C était donc diamine cétone, donc ça veut dire que C est obtenu par un alcool secondaire. Donc, le composé B ici en question n'est rien d'autre que l'alcool secondaire que j'ai ici. Donc, j'aurai ici quoi? H3-C OH ici, CH3. Qui n'est rien d'autre que mon B en question me donne quoi ici? Me donne ici l'acétone que j'ai. C3, double liaison O, CH3.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'équilibrer cette équation. Je compte le nombre de carbone à gauche et à droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Concernant le nombre de carbone, il n'y a pas de problème. Le nombre d'atomes d'hydrogène, ça va être 3, 4, 5. Il y a 3 et 5 plus 3 avec 8. Il y a 8 atomes d'hydrogène ici. Alors que s'il y a combien d'atomes d'hydrogène? 3, 3, ça me fait 6. Donc il y a 6 ici et j'ai 8 dans les membres à droite. Donc, comment je vais faire pour que le nombre d'atomes d'hydrogène soit équilibré? C'est-à-dire à gauche, soit égal au nombre d'atomes d'hydrogène dans les membres à droite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je suis toujours en milieu acide, je vais ajouter dans les membres à droite ici 2 protons H+. En ajoutant 2 protons H+, en ajoutant 2 protons H+, c'est comme s'il y a maintenant 8 atomes d'hydrogène dans les mêmes à droite et 8 atomes d'hydrogène dans les mêmes à gauche. Donc, concernant le nombre d'atomes d'hydrogène, il n'y a plus de problème. Le nombre d'atomes d'oxygène aussi, c'est un atome d'oxygène, un atome d'oxygène. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Par la suite, en ajoutant le proton ici, H+, j'ai augmenté le nombre de charges dans les membres à droite. Ça veut dire deux charges positives. Alors que s'il n'y a pas de charge, je vais donc neutraliser les deux charges positives que j'ai ajoutées là-bas pour pas qu'il y ait des charges là-bas comme ici. Donc, pour neutraliser ce nombre de charges ici, je vais donc ajouter 2 électrons. Puisqu'il y a deux charges positives, je vais ajouter 2 électrons. Donc, je vais faire plus 2E moins 2 électrons. Ces 2 électrons-là vont neutraliser les deux charges positives qui sont ici. Donc, ça veut dire que la deuxième équation 2 est déjà équilibrée. Donc, comment je vais faire maintenant? Je vais donc maintenant tirer la réaction globale. Tirer ici, à savoir la somme de ces deux équations. Mais avant de faire la somme de ces deux équations, une chose importante à d'abord régler. Il faut d'abord que le nombre d'électrons que j'ai ajouté ici dans la première demi-équation soit égal au même nombre d'électrons que j'ai ajouté ici dans la deuxième demi-équation. Dans la première demi-équation, il y a 6 électrons que j'ai ajoutés ici, alors que dans la deuxième demi-équation, il n'y a seulement que 2 électrons. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier les 2 électrons ici par un nombre pour avoir 6 électrons ici aussi. Par combien je vais donc multiplier? Très bien. Je vais multiplier 2 par combien pour avoir 6? C'est 3. Donc, je vais multiplier l'équation 2 ici. Toute l'équation 2 par 3. Donc, je vais multiplier toute l'équation 2 par 3. En multipliant l'équation 2 par 3, j'aurai 3 molécules. 3 fois 7 molécules. 3 fois 7 molécules. 3 fois 2H+. Et 3 fois celui qui est là, ça me donne ici 6. Donc, le nombre d'électrons ici, dans la première équation, est égal au nombre d'électrons dans la deuxième demi-équation. Donc, le nombre d'électrons sont déjà équilibrés. Donc, on peut donc faire la somme de ces deux équations. J'aurai quoi? Dans la première équation, j'aurai Cr 2 indice, ici 7, 2 moins, plus 3 fois la molécule de CH3 CH, OH ici, CH3. 2 fois CR3 plus, le 3, tu vas même multiplier lui aussi également. Il ici plus 3 fois CH3 C, double liaison O CH3. Maintenant, plus les 7 molécules d'eau. Plus les 7 molécules d'eau. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 14 H plus ici. 14 atomes d'hydrogène. Maintenant, ici, en multipliant ici par ici pour pouvoir équilibrer le nombre qui est là, je me rends compte que je multiplie aussi les 2 protons ici par 3. Donc, c'est comme s'il y a 6 protons ici. C'est comme s'il y a ici 6 H+. Les 6 H+ qui sont ici, je vais les renvoyer ici pour retrancher ça dans les 14 H+ ici. Donc, quand il fait 6, et donc 14 moins 6, ça me fera 8. Donc, ça va être ici 8 protons H+. Je vais mettre ici en rouge, plus
8 protons H+. Donc, chers amis, voilà donc ici l'équation globale de l'oxydation ménagée de l'alcool B avec le dichromate de potassium. Chers amis, la question numéro 4, qui est la toute dernière question, on nous demande de donner les formules semi-développées et les noms de la scène A du départ en question. Formule semi-développée, le nom du composé B. Donc ici, quand on va dire ici, bon, le composé B est déjà identifié, B est déjà un alcool secondaire. Donc ici, le composé A, il y a d'abord quoi? Le composé B, qui est déjà mon accord secondaire qui est identifié, il fait CH3-CHOH-CH3. Voici le composé B créé ici. Et son nom est le propan-2-ol. Son nom est le propan-2-ol. Mais le composé B était obtenu par quoi? Par l'hydratation de la scène A. Le composé B ici qui nous donne un alcool secondaire ici était obtenu par l'hydratation d'un alcène A. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a fait l'hydratation de l'alcène A là-bas, on a obtenu un composé B. Vous voyez très bien. Mais le composé B ici est un alcool secondaire. Le composé B aussi était de sorte qu'on a obtenu deux isomères. On avait l'accord primaire et l'accord secondaire. Étant donné que l'accord secondaire sont issus de l'hydratation de la scène A, ça veut tout simplement dire que la scène A que nous avons en question ici n'est pas une scène symétrie. Parce que l'hydratation d'un scène symétrie conduit seulement qu'à la formation d'un seul composé. Ici, étant donné que le composé B ici a eu deux isomères, c'est-à-dire un accord primaire et un accord secondaire, ça veut tout simplement dire que notre composé A, qui est la scène en question, ne sera qu'un scène dissymétrie. Donc ça veut dire que mon acide A ici tout simplement va être égal à quoi? C'est le même nombre d'atomes de carbone. Donc j'aurai ici CH3-CH double liaison CH2. Donc voici la scène A en question. Donc son nom est le suivant. On va l'appeler, il sera appelé le propène, ou bien aussi couramment appelé prop 1N. Tout ça pour dire que la double liaison est à la première position. Donc, chers amis, on va de résoudre le problème qui nous était posé. Donc, je vous dis vraiment merci de nous avoir suivis. Et si vous êtes aussi bonne nouvelle sur la page, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de suivre nos prochaines vidéos.